Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béni Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Alors, bienvenue à la bibliothèque de l'excellence de Calamus-au-Baguet. Et nous sommes là ce matin dans le cadre du magazine L'Invité, une activité organisée par l'ONG Béni Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée pour vous donner des informations sur les différents métiers. Alors, de plus en plus, nous entendons parler de l'intelligence artificielle. Mais on se demande souvent de quoi s'agit-il en fait. Qu'est-ce qui entoure ce nouveau domaine qui prend de l'ampleur? On parle tout le temps de l'intelligence artificielle. Quel est le rôle des intelligences artificielles, si je peux me permettre de parler ainsi? Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Et donc, nous sommes là ce matin avec des spécialistes du domaine, des personnes qui sont bien imprégnées de ce domaine, qui s'y connaissent, et tout de suite nous allons les recevoir. Bienvenue à Béni Excellence, on a des livres, fais de ton choix. Alors je suis Kevin Pakpo, je suis ingénieur data scientist. Je travaille à Paris dans une start-up qui est spécialisée dans l'assurance des risques climatiques, et je suis formateur dans le cadre de l'école d'été sur l'intelligence artificielle, notamment durant la semaine machine learning. Du coup, moi, je m'appelle Cinti Gbawounou-Lebouedek. Je suis ingénieure IA chez Somfy, qui est une boîte qui fabrique des moteurs et qui développe des boîtes de domotique. Et je travaille notamment sur l'automatisation de nos process de fabrication et comment augmenter la durée de vie des batteries sur les moteurs solaires. Je suis également promotrice d'un podcast sur l'intelligence artificielle, en français parce qu'il n'y a pas énormément de ressources de vulgarisation disponibles, qui s'appelle Horizon-IA, que j'anime avec Stéphanie Lopez, qui est docteur en traitement d'image aussi, mais qui travaille sur le cancer du poumon. Et on essaye, ça fait 1 an qu'il n'y a pas de saison, mais en tout cas on essaye sur chaque saison de vulgariser une application d'IA qui est une application non grand public, dont on parle un petit peu moins, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT qui est revenu énormément dans les discussions, mais il n'y a pas que ChatGPT. Et je suis aussi cofondatrice d'une start-up béninoise qui s'appelle Edjibola Tech, qui développe des solutions d'IA dans le domaine de l'imagerie médicale. Moi, c'est Sekbedi Junior Goubalon. Donc, je suis docteur en maths appliquées en informatique, mais avec une vraie spécialisation dans tout ce qui est vision par ordinateur. Donc, la vision par ordinateur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout ce qui a rapport avec ce qu'on est capable d'observer dans notre environnement. Quand vous êtes capable de récupérer des informations à travers des capteurs visuels, caméras et tout le reste, on est capable de développer des modèles d'intelligence artificielle orientés vision par ordinateur. Donc c'est un peu ça mon background. Donc avec un passé dans le domaine militaire, des applications dans le domaine militaire, dans très sécurité, défense assez confidentielle, et dans tout ce qui a rapport avec l'identification des gens, donc aussi très sensible. Bienvenue à Béni Excellence, on a des livres, fais de ton choix. Si la technique est prête, nous allons visualiser le micro-trottoir. Merci. L'intelligence artificielle, c'est comme un programme qui a été créé par l'homme qui permet de faciliter la vie de l'homme. Par exemple, tu as un exercice ou bien un contrôle, il te suffit juste d'aller dans ChatGPT, tu tapes un essai de quelques pages sur, par exemple, le mariage, ça te fait tout en fait. C'est un programme informatique créé sur Internet pour la robotisation.
ça a des avantages comme inconvénients. Les avantages que ça facilite aujourd'hui beaucoup de choses. Ça simplifie la tâche à beaucoup de personnes. Par exemple, ChatGPT, aujourd'hui, qui est un robot sur le web, à qui tu peux demander tout ce que tu veux, toutes les informations, et il te répond à la lettre. Comme un être humain, tu peux discuter avec lui, genre comme si tu étais avec un être humain, tu étais en train de parler avec quelqu'un de physique. Et aussi, ça s'est développé aujourd'hui dans les systèmes de robotisation. Comme la dernière fois, j'avais vu sur la chaîne nationale, ils ont développé un guichet automatique, un distributeur automatique pour Mobile Money et aussi un robot pour la régulation de la circulation. C'est un programme qui a été mis en œuvre par les humains pour pouvoir faciliter beaucoup de choses, dans plusieurs domaines. Bon, pour moi, ça a des avantages et aussi des inconvénients. En quoi je dis c'est avantageux? Parce que, bon, tu n'as plus besoin de faire de grandes recherches. Tu demandes juste au robot, j'aimerais savoir telle chose. Ou nous avons aussi des scans. Tu peux juste scanner ce que tu veux et le robot te sort ça textuellement en fait. Bon, déjà, l'intelligence artificielle, c'est un moyen qui permet de faciliter la vie de l'homme en griffe. Mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est pas du tout... En tout cas, pour moi, c'est pas bon. Parce que force est de constater que les gens utilisent l'intelligence artificielle pour faire de mauvaises choses. L'intelligence artificielle retarde aussi l'intelligence des enfants. On donne un travail à l'école, on part peut-être sur ChatGPT, faire une recherche, on ne réfléchit plus. On prend copier-coller, on ramène. Ça n'aide pas en tout cas pour moi, je ne recommande pas l'intelligence artificielle. Maintenant, ma crainte, c'est que ça va nourrir la paresse. Les enfants ne vont plus se dire que je vais donner le meilleur de moi-même. Ils vont se dire, ah, j'ai tel exercice, donc je vais sur ChatGPT, je tape et puis ça sort. Beaucoup de personnes iront par exemple au chômage. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui fait du développement web, quelqu'un qui est dans une structure de logistique ou d'informatique, je pense que cette personne-là sa carrière en danger. Parce qu'avec ChatGPT, on a tout, les programmations, n'importe qui peut faire de la programmation, n'importe qui peut faire ci, n'importe qui peut faire ça. Donc ça met un peu en péril ceux qui ont un peu de compétences dans ce genre de choses et qui gagnent leur vie en fonction de ça. Ça va arriérer la pensée des enfants. Les enfants n'auront plus envie de faire des recherches approfondies. Parce que tout est déjà à leur portée. Ils disent au robot, show-moi si j'aimerais avoir ça. Le robot le fait. L'enfant ne réfléchit plus. Et dans le domaine de la logistique, ceux qui sont des travailleurs, des développeurs web et tout ça, créateurs de sites, leur carrière en danger. L'intelligence artificielle laisse place à la pauvreté en fait. Et puis les machines remplacent les êtres humains. On ne connaît plus l'importance du personnel dans les structures et tout. Moi je pense que ça a beaucoup d'inconvénients que de côté positif. Alors, chers invités, voilà ce que les uns et les autres pensent de l'intelligence artificielle. Vous avez suivi le micro-trottoir. Alors, on reste avec vous. Dites-nous ce que vous pensez de ce micro-trottoir. Je ne sais pas trop par où commencer. Moi, j'ai entendu de la part de celui qui a été le plus, violent, entre guillemets, pour être poli, par rapport à l'intelligence artificielle. Il avait commencé avec une phrase: l'intelligence artificielle, le but, c'est d'améliorer la vie des gens. Et je me disais que voilà, ce sera un promoteur de l'intelligence artificielle, mais quelques phrases plus loin, il a asséné quelques uppercuts, on va dire, terminologie du monde de la bosse à l'intelligence artificielle. Je pense fondamentalement que les craintes sont fondées. Okay. Ces craintes-là, ces éléments de langage que j'entends, c'est déjà des choses que j'ai entendues quand au mois de mai, j'ai eu le privilège d'animer la première conférence au niveau de la bibliothèque BEFSS qui a été inaugurée le 2 mai de mémoire. Les médecins avaient déjà beaucoup de craintes par rapport à ça parce qu'avec Saint-Tiche et d'autres, on développe des modèles d'IA pour le domaine de la santé. Et les médecins nous disaient déjà, mais vos systèmes, ceux que vous êtes en train de concevoir, en fait, ils sont
ils sont un risque pour nous. En gros, ils sont censés nous aider, mais en même temps, ils vont potentiellement nous remplacer. Et je leur dis, mais vous savez, il faut en fait, dans la vie, moi, je pars du principe qu'on a au minimum 2 choix. Soit on fait avec l'élément dominant, soit on s'oppose. Et c'est un peu comme dans le mythe de Thucydide, celui qui s'oppose par rapport à l'élément dominant sait de toute façon comment il va finir. Et donc, au lieu de s'opposer, il faut voir quels sont les avantages qu'on peut en tirer. Évidemment qu'il faut réguler, évidemment, mais on en parlera peut-être. Évidemment qu'il faut mettre des garde-fous. Mais il y a des domaines dans lesquels on ne peut plus se passer de cette technologie-là. Le domaine de la santé en fait partie. Le domaine de la santé, dans les pays les plus développés, est porté par le fait qu'ils ont des gens qui sont très bien formés, mais également parce qu'ils ont des équipements de pointe. La formation ou la compétence, entre guillemets, des médecins seuls ne suffit pas. S'ils n'ont pas les bons outils, ils ne peuvent pas soigner convenablement. Et ces bons outils-là, aujourd'hui, pour les systèmes qu'on développe, notamment au sein de Philips, commence par embarquer des intelligences artificielles et coûte fondamentalement très cher. Donc il faut se poser la question de comment on se positionne. Ce qu'on reproche aujourd'hui à l'intelligence artificielle, c'est déjà des choses qu'on voyait avec l'automatisation, au moment où la numérisation commençait pas à arriver, au moment où, je sais pas, Internet arrivait, il y avait déjà ces éléments-là de langage. Donc il faut voir comment tirer profit de tout ça. Mais bon, je ne garde pas la parole plus que ça parce que les autres intervenants auront à développer. Merci, Dr Goubalan. Alors, Dr Baounou. Alors, moi, je pense beaucoup de choses de ce qui a été dit. Je retiens surtout qu'on a parlé beaucoup des applications que j'appelle les applications très stars qui ont occupé les médias ces 2 dernières années. Je ne vais pas revenir sur le ChatGPT. Et finalement, je suis animée par la même impression quand j'ai créé le podcast. C'est, je pense qu'on manque de vulgarisation pour comprendre réellement ce que fait une IA, IA pour intelligence artificielle, et ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle est, et ce qu'elle n'est pas, et surtout ce qu'on pense qu'elle est. Ce n'est pas pour faire de la philosophie, mais fondamentalement, je ne vais pas parler de ChatGPT tout de suite, si je compare, on va dire, l'espace média que prend l'IA en ce moment, j'ai envie de la comparer à la calculatrice. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. En tout cas, moi j'ai découvert la fameuse TI-89 quand je suis arrivée en France. C'est une calculatrice qui permettait de programmer les équations dedans. Je la connaissais pas quand j'ai passé mon bac au Bénin, et je pense qu'au Bénin, c'est une calculatrice. Quand j'ai passé mon bac il y a 17 ans, je pense qu'elle était interdite. Et je débarque en France. Moi j'avais une pauvre calculatrice, hein. Vous savez, les trucs qui font juste 2 x 2, là, tout ça. Je débarque en France et en fait, à l'examen, j'ai droit à la TI-89. Donc, j'ai droit de rentrer mes équations dans ma calculatrice. Donc, imaginez, vous rentrez toutes vos fonctions trigo là-dedans et puis, voilà. Et je me dis, mais c'est pas normal, quoi. C'est pas juste. Moi, j'ai passé genre 10 ans de ma vie à apprendre par cœur les équations. J'arrive et j'ai une calculatrice qui fait tout. Et en fait, est-ce que ça me rend bête d'avoir utilisé cette calculatrice? Non. En tout cas, ça me permet de gagner du temps et ça me permet de développer d'autres compétences. Et ce que j'ai découvert une fois que j'ai accepté d'utiliser cette calculatrice, c'est que j'ai appris à trouver la bonne équation au bon moment. Au lieu de, en tout cas, moi, quand je passais mon bac, quand j'avais une fonction trigo sur ma feuille, je déroulais toutes les équations qui venaient dans ma tête comme ça au moins. Avant que le stress ne me fasse oublier, j'avais assuré quelque chose. C'est une façon de travailler, hein, c'est pas censé être la bonne. Bon, moi, là, j'avais un peu plus d'espace mental pour bien lire la question, ne pas me jeter dessus. Est-ce que quand je vais chercher une réponse dans Google, je suis bête? Je n'ai pas la réponse, hein. Je ne dis pas que c'est oui ou c'est non. Mais fondamentalement, il y a des outils qui nous facilitent la vie. Si jamais, je dis ça parce que je suis un peu plus vieille, mais avant qu'il y ait la direction assistée sur les voitures, pour tourner un volant, il fallait bien être costaud, quoi. Tu tournais, tu étais là, tu transpirais. Et en fait, il y a des étapes dans la vie où il y a des choses qui nous facilitent la vie, mais qui viennent avec des dangers, des risques, comme le téléphone portable, Instagram, Facebook, tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut composer avec et ne pas faire une généralité. Et si on est bien éduqué, je pense qu'on comprend ses peurs et on connaît les limites. Donc, je suis d'accord avec ce qui se dit dans le micro-trottoir. Si je me mets à la place de quelqu'un dont ce n'est pas le métier, et j'assume de me dire que c'est aux experts en IA de vulgariser pour que tout le monde soit au courant des risques, des avantages et surtout de ce que l'IA n'est pas. Et je pense que pour moi, ça commence par là. Merci, Madame Baounou. Alors, Monsieur Kevin, dites-nous,
qu'entend-on par intelligence artificielle? Comment peut-on la définir? Voilà. Alors pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la discipline qui permet de transférer des compétences qu'on considère comme relatives à l'intelligence humaine à la machine. Donc typiquement, Dr Junior a parlé tout à l'heure de sa discipline qui est la vision par ordinateur. Un humain, sa voix. Donc aujourd'hui, nous on a nos 2 yeux, on est capable de regarder cette salle et de reconnaître des personnes, de reconnaître des visages, des formes. Et ce qu'on aimerait faire, c'est donner à la machine, donc à notre ordinateur ou à un robot, la capacité de faire la même chose. Donc de pouvoir identifier dans le paysage des formes, des objets. Et typiquement, ça, c'est intéressant lorsqu'on prend... si on veut un jour avoir une voiture sans chauffeur, on aimerait que cette voiture elle soit capable de reconnaître les autres voitures qui sont sur la route et qu'elle soit capable de les éviter, de faire des dépassements, etc. Donc pour résumer, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des disciplines scientifiques qui permettent de transférer des compétences qu'on considère comme étant relatives à l'intelligence humaine à la machine. Alors, quel niveau d'études faut-il avoir aujourd'hui pour avoir accès à cette formation? Alors, ça dépend de ce qu'on veut faire comme métier. Oui. Mais moi, je suis ingénieur data scientist. J'ai fait une formation d'ingénierie, donc j'ai fait des classes préparatoires. Après le bac? Après le bac, voilà. Après le bac, j'ai intégré un programme de classe préparatoire grâce à la Fondation Vallée à Paris. Et c'était des classes préparatoires spécialisées en maths et en physique. Après, j'ai passé des concours. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier et spécifique à l'environnement français. Donc on passe des concours pour intégrer ce qu'on appelle des grandes écoles d'ingénieurs. Donc j'ai passé ces concours-là et j'ai intégré une école d'ingénieurs qui s'appelle Centrale. Et ensuite, j'ai fait un parcours généraliste dans cette école avec une spécialisation en fin de parcours sur des mathématiques appliquées à la data science. Donc, c'est un parcours du coup d'école d'ingénieur, mais bien sûr, quelqu'un qui va à l'université et qui fait une formation en mathématiques et en informatique est parfaitement capable en tout cas a des chances d'intégrer ce parcours de formation. Après, si on veut faire des choses plus poussées relatives à la recherche dans ce domaine-là, c'est plus Saint-Tiche et Junior qui tireront le profil qu'il faut avoir. Merci. Alors, est-ce que ça dit qu'avant le bac, on ne peut pas avoir accès à cette formation, Madame Saint-Tiche? Alors, moi je dis toujours que l'intelligence artificielle, il y a plus de niveaux et je pense que oui, parce que ça on peut... quand on pense intelligence artificielle, on pense tout de suite gros programmes, grosses décisions. Mais en fait, il y a des petites choses qui sont des IA dans le quotidien. Moi, l'exemple que je donne le plus bateau, c'est le GPS. Parce qu'aujourd'hui, on utilise tout sous Google, mais ça fait partie des premières IA qui ont été lancées parce qu'il y a toute une famille d'algorithmes. Et je pense qu'en étant petit, rien que le fait d'apprendre à faire de la programmation, d'apprendre à coder un jeu d'échecs, c'est déjà un début d'initiation à l'IA parce qu'on apprend à l'ordinateur à prendre une décision. Donc je pense que c'est un ensemble de capacités qu'on peut déjà commencer à acquérir plus jeune. Pas forcément donc après le bac. Non, on n'est pas obligé. Oui. Ouais, on n'est pas obligé d'attendre après le bac pour l'acquérir. Mais je pense que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, si on parle à partir d'il y a 2-3 ans, c'est quelque chose qu'on doit commencer à nourrir dans notre quotidien pour se sensibiliser à la chose. Et surtout comprendre comment ça fonctionne, notamment par comme l'école d'été junior, ils apprennent à programmer. Bien sûr. Voilà. Donc ça me paraît indispensable déjà de comprendre le rapport à la machine, en tout cas à l'ordinateur. Et Kevin a dit un truc qui est très important, c'est que fondamentalement pour moi l'IA, au-delà de la définition globale, j'ai envie de dire, c'est qu'on donne un sens à l'ordinateur. Alors, on lui donne les sens qu'on a, notamment on lui donne le sens de la vue, de l'audition,
et du langage. Il y en a quelques-uns, on aura un peu de mal. Le sens du toucher, on aura du mal, et l'odorat, on aura du mal parce que c'est assez particulier. Et je pense que c'est un peu ça qui permet de comprendre la notion de capteur, de données. Fondamentalement, la caméra étant un capteur, le son étant un capteur, et ensuite on comprend pourquoi on met des algorithmes en place pour qu'ils comprennent, en tout cas, que l'ordinateur ait cette acquisition de sens. Tout à fait. Alors, merci à vous, Dr Goubalan. Dites-nous, quelles sont les branches de l'intelligence artificielle? Alors, les branches de l'intelligence artificielle sont quand même assez vastes. Oui. Et avant de répondre à cette question, je suis connu pour être un spécialiste, je veux trop parler, mais non, je pense que les éléments qui ont été abordés par le Dr Gbewounou, la doctoresse Dr Gbewounou et M. Kpakpo sont très importants sur les éléments concernant les métiers. Kevin a parlé tout à l'heure de métiers. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est un domaine assez vaste. Et on ne peut pas parler d'IA sans parler de la data. Il y a énormément de métiers qui tournent autour de la data. Et quand on dit intelligence artificielle, il n'y a pas que les data scientists. Je pense avoir partagé un document avec vous. Ce document, il sera sûrement partagé avec l'Assemblée tout à l'heure. C'est un document qui a été réalisé par l'APEC. L'APEC, c'est l'Agence pour l'emploi des cadres en France, qui a regroupé, je dirais, les métiers qui tournent autour de la data. Et il n'y a pas que celui même dans le document, je pense qu'il manque un ou deux éléments. Il n'y a pas que ceux qui sont dits data scientists qui, eux, vont aller développer des modèles d'intelligence artificielle. Il y a le data engineer, celui qui va permettre de mettre en place l'environnement pour collecter et analyser les données. L'analyse des données ne se fait pas le data analyst, mais collecter les données, déployer les modèles, parce que les modèles, il faut les déployer, il faut suivre, comment on va dire, les monitorer, d'accord, parce que les données vont arriver dans le temps, il faudra tenter de rendre les modèles de plus en plus performants en faisant de l'apprentissage en continu. J'emploie des thèmes qui peuvent paraître un peu techniques. Et donc, dans tout cet environnement, il y a quand même de la place pour des gens qui n'ont pas de niveau bac et qui veulent s'intéresser à la chose. Oui. Et typiquement, j'ai vu passer cette semaine une annonce du gouvernement sur des formations pour ceux qui veulent être data steward, ainsi de suite. Les éléments sur la data, c'est fondamental. On ne peut pas parler d'IA si on n'est pas capable de collecter de la data, de sécuriser de la data et de tirer profit de la data. Et j'aime à le dire, l'Afrique n'est pas un continent pauvre, c'est un continent appauvri parce qu'on ne sait pas tirer les ressources de notre sous-sol. Ce sont des compagnies étrangères qui le font. Et on est assis sur une mine d'or. Notre data, c'est la même chose. Si aujourd'hui, on n'est pas capable de collecter nos données, de tirer profit de nos données, d'autres le feront à notre place. Et on revivra les mêmes choses, mais à l'échelle de la donnée. Et il faudrait qu'on apprenne à quitter ce statut de consommateur vers un statut de gens qui créent de la valeur. Et pour ça, vous avez tous un rôle à jouer. Le data steward, c'est quelqu'un qui va aller collecter de la donnée, travailler à collecter de la donnée. On n'a pas besoin d'avoir le niveau bac, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8 avant et que c'est encore pour pouvoir se mettre à ça. Et dans cette perspective-là, il faut louer les actions qui sont menées par le gouvernement. Mais avant le gouvernement, la Fondation Vallée, l'ONG Bénin Excellence pour ces formations-là. Non, mais c'est fondamental de le dire. Il faudrait éviter, et je sais que nous au Bénin, on est très fort là-dedans, on est le quartier latin de l'Afrique, on aime avoir de gros diplômes, des noms ronflants. Le professeur à l'université surjoue sur la chose, mais vous pouvez vous faire de l'argent, commencer par bien gagner votre vie en allant vers des choses qui font sens. Et je terminerai en disant que ceux qui parlent de ChatGPT oublient que c'est au Kenya et dans certains pays d'Afrique qu'ils ont recruté des mains pour pouvoir labelliser des données, travailler sur des données, ainsi de suite. Et ces gens-là se faisaient de l'argent. C'est ridicule, c'était dérisoire. Mais c'est aussi à nous de porter ce message-là, de dire, nous on a des compétences, notre compétence est votre ça. Si tu veux que je travaille pour toi, c'est à ce prix-là. Donc, ne soyez pas toujours dans tout ce qui est, il faut que je fasse bac plus 5, bac plus 8. Tout le monde ne pourra pas être à ce niveau-là. Parce que ça ne génère pas forcément plus d'emplois que celui qui est data steward. Merci. Donc voilà, je tenais à dire ça. Alors sur la question de quelles sont les branches de l'intelligence artificielle, l'une des branches les plus valorisées, mais je pense que le mot a été sorti tout à l'heure par Kevin quand il se présentait, c'est tout ce qui concerne le machine learning, donc l'apprentissage automatique ou l'apprentissage statistique. Mais il y a d'autres éléments qui tournent autour du machine learning et
Moi, je ferai le focus sur l'apprentissage automatique et la création statistique parce qu'on va entendre parler de robotique aussi, d'autres thématiques. Mais c'est vraiment pas l'apprentissage automatique qu'on va du coup apprendre à, je reprends l'expression de Krivine, à transférer, entre guillemets, les compétences ou le savoir-faire technique que nous autres êtres humains développons, on va apprendre à le transférer vers la machine. Est-ce que le spécialiste en intelligence artificielle peut gagner sa vie convenablement en se lançant dans ce domaine? Je vais vous surprendre, mais celui qui gagne le plus d'argent aujourd'hui, c'est pas celui qui développe les modèles. Parce que globalement, et c'est factuel, hein, globalement aujourd'hui, il y a très peu de choses que vous auriez envie de réaliser, pour lesquelles des modèles, des prémices n'existent pas. Et très souvent, on va partir de cette prémisse-là pour faire des choses un peu plus grandes, d'accord, une baseline. Et donc aujourd'hui, ceux qui gagnent bien leur vie, ce sont des gens qui sont capables de mettre en place un environnement de prod, de déployer ces modèles-là qui sont conçus par des data scientists. Donc c'est plus des data engineers ou des ML engineers, comme on va le dire, et de dire des architectes big data, parce que eux ils sont là pour avoir une sorte de vue assez haut niveau de tout l'environnement dont on a besoin pour pouvoir collecter de la data et créer de la valeur sur de la data. Donc oui, on peut bien gagner sa vie. Je pense que les métiers de la data sont des métiers qui rémunèrent très bien en fonction du domaine. Oui. Ceux qui sont en finance sont évidemment mieux payés que moi, qui suis spécialiste de la vision, même si j'ai un PhD, un ingénieur qui est en finance gagne peut-être 2 fois ce que je gagne. Mais bon, c'est un choix. Que pensez-vous de l'effort de la Fondation Vallée au Bénin? Je pense que c'est un effort qui est formidable. Formidable parce que d'une part, on donne la capacité à des étudiants qui ont des élèves qui ont à peine le bac de manipuler des notions qui sont relatives à l'intelligence artificielle. Docteur Gbewounou a parlé de l'EIA junior. On donne cette compétence même à des élèves avant le bac, ce qui est juste formidable. Et je crois même pas que ça existe en Europe. Après, peut-être que je connais pas assez bien comment ça se passe au lycée actuellement en France par exemple, mais je trouve juste impressionnant qu'avant le bac et juste après le bac, des élèves puissent déjà toucher à ce type de notions. Moi, je n'ai pas eu ça. Donc, c'est une chance. Ouais, c'est incroyable. Je ne sais pas si Saint-Tiche ou Junior veulent compléter. Quelque chose? Pourquoi pas? Moi, je vais compléter quelque chose sur l'Afrique. Oui. Je trouve qu'en fait, sur les questions d'IA, on a 2 Afriques. Il y a l'Afrique anglophone où ils sont un peu plus avancés. Si je prends un pays comme le Rwanda, où ils ont quand même fait des gros développements, mais parce qu'ils ont mis l'accent sur l'informatique, ils ont peut-être plus de choses en route que nous. Mais depuis 2-3 ans, je vois un changement en Afrique francophone, parce que moi, j'interviens dans un cours au Burkina à distance, et les formations commencent à se mettre à jour. Merci, Madame Gbewounou. C'est vrai que nous aurions voulu que le sujet, on puisse développer un peu plus avant la deuxième partie, mais là, le temps est totalement parti. Et à Bénin Excellence, nous avons beaucoup d'ouvrages et nous avons également des ouvrages en intelligence artificielle. Nous allons prier respectueusement nos panélistes de s'approcher de la table. Bienvenue à Bénin Excellence, on a des livres, fais de vos choix. Alors, nous avons beaucoup de talents en Afrique et à travers cette école d'été sur l'intelligence artificielle, une initiative de la Fondation Vallée depuis 2021, nous avons compris qu'on avait vraiment des talents en Afrique. Il faudrait juste des coups de main pour les aider à faire ressortir leurs talents. Alors, chers invités, je commence par qui? Alors, qui commence? Alors, vous avez choisi quel livre? Est-ce qu'on peut montrer à la caméra? Oui, j'ai choisi ce livre-là qui s'intitule Base de données, concept, utilisation et développement. C'est aux éditions du Loud. D'avoir ça à Bénin Excellence? Moi déjà, je tiens à féliciter Bénin Excellence. Je ne le dis pas parce que je suis formateur et que je suis bien traité, hein, mais
Le fait de mettre à disposition des bouquins comme ça, c'est une vraie chance. Figurez-vous que chaque année, il y a des livres qui sont rajoutés à la collection. Aussi bien ici, à Godomain, qu'à la bibliothèque FSS qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Ce sont des bouquins qui coûtent très cher. Chacun de ces livres-là vaut une certaine somme d'argent. Moi, je ne les achète pas parce que grâce à Philippe, j'ai accès à tous les documents du monde. Peu importe la discipline, je me connecte, je mets mes logins, j'ai accès à ça. Donc, je n'achète pas. Mais quand je regarde les prix, c'est pas donné. Donc, vous avez une chance inouïe de l'avoir. Moi, j'ai choisi un livre qui s'appelle Intelligence artificielle et intelligence humaine. J'en ai parlé tout à l'heure de l'importance de l'intelligence humaine. Et surtout, c'est marqué regard croisé entre des philosophes, des psychanalystes et des gestionnaires sur l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un phénomène de société. Si on n'a pas des gens dont c'est le métier, donc les sociologues, qui étudient l'interaction entre les IA et les humains, on n'arrivera pas à ce que les humains acceptent le progrès qu'on leur promet. Je ne dis pas que c'en est un. Et en fait, on arrivera aussi peut-être mieux à comprendre tous les sujets qui ont été soulevés dans le micro-trottoir quand on parlait de l'acceptation de ChatGPT, de sa place, des métiers à venir. Et en fait, ça me permettait de souligner que l'IA n'est pas que pour les scientifiques. Il y a aussi de la place pour les littéraires, parce que c'est comme les juristes. En fait, il en faut, quoi. Et donc, pour moi, c'est tout aussi important d'aborder cet aspect-là. Merci, Madame Gbaounou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, cher public. Alors, Monsieur Kpakpo. Alors, moi, j'ai pris ce livre-là, le Machine Learning pour les nuls. Ouais. D'une part, parce que je suis formateur à l'école d'été pour la semaine Machine Learning. Oui. Donc, j'ai pris ce livre-là. Et en plus... pour les nuls, c'est plus pour les débutants, quoi. C'est ça. Donc c'est quelque chose qui va vraiment aider une personne qui n'y connaît rien à apprendre des choses. Donc j'aime beaucoup le titre. Et une troisième chose qui m'a impressionné, c'est que c'est en français. C'est incroyable, parce que la plupart des ouvrages dans ces disciplines-là sont en anglais et c'est une vraie barrière à l'entrée pour beaucoup de gens. Donc je suis vraiment impressionné de trouver un livre qui potentiellement est de bonne qualité en français comme ça. Merci à vous, Monsieur Kpakpo. Nous allons déjà vers la troisième partie de ce numéro. Alors, c'est l'étape que le public aime le plus, c'est l'étape des questions. Il y a certainement beaucoup de questions. Nous allons commencer par cette rangée. Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, faites de vos choix. Tout à l'heure, le monsieur Kevin, en parlant, a parlé de la climatologie. Et donc, pour gérer le cadre de vie chez nous, c'est vraiment très important, d'autant plus que nous sommes en Afrique. Mais quand je prends mon domaine, par exemple, c'est plus théorie. C'est un domaine où on vient valider les matières. On a plus de 30 matières, 40 matières validées par an. Et c'est vraiment théorique. Je ne sais pas qu'est-ce que l'IA peut réellement apporter à mon domaine. Est-ce qu'il y a des questions d'IA qui touchent, par exemple, la cartographie la gestion des écosystèmes, je ne sais pas en fait ce que ça peut apporter dans mon domaine, ce que ça peut m'apporter de nouveau en quelque sorte. Maintenant, ma deuxième question concerne la reconversion professionnelle. Nous sommes au Bénin, quand on dit l'Afrique, c'est généralisé. Ici, nous sommes dans un système où tu es appelé à valider les matières, à avoir la licence, le master, le doctorat. On privilégie plus les diplômes que la pratique. Vous voyez, et on a beaucoup de taux de chômage. Est-ce que, parlant de reconversion professionnelle, est-ce que cela est adapté à notre cadre de vie ou bien c'est adapté au système français? Parce que ici, déjà qu'on a, on n'a pas la chance d'avoir de l'emploi. Est-ce qu'on va parler ici de reconversion professionnelle? Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir encore de nouveaux emplois, d'autant plus qu'on n'a pas encore d'emploi pour les jeunes? Est-ce que cela est possible? Voilà mes deux questions. Merci. Merci pour la préoccupation exprimée. Alors, oui, on vient. Et on répond d'abord et on prend... je vais commencer par la deuxième question. Alors, pour le coup, ce qui est intéressant quand on parle de la reconversion, on a parlé des métiers autour de la donnée, mais en fait, il faut savoir que si vous savez programmer ou si vous savez gérer un projet, il y a des plateformes disponibles pour travailler dans d'autres pays. Et peut-être qu'on n'a pas encore cette culture de se mettre à son compte, comme on appelle du freelance, et de chercher des marchés. C'est pour ça que j'ai exprès dit, quand vous savez programmer, le programme que vous écrivez, qui répond à un problème,
Un Chinois le comprend, un Japonais le comprend, un Américain le comprend. Et je pense peut-être que la clé au Bénin, mais généralement en Afrique, en tout cas si je prends le cas du Rwanda par exemple où ça a bougé, la clé c'est l'entrepreneuriat et donc c'est vraiment se mettre à son compte, aller chercher des marchés internationaux parce que la main d'œuvre en IA, ou en développement logiciel ou en développement web, une fois qu'on l'a, elle est internationale. On n'a pas besoin de déménager parce que c'est vrai que quand on parlait de la reconversion, on peut croire un peu au profil de reconversion comme on peut avoir. Mais aujourd'hui, vous avez plein de formations en ligne. Alors, je ne suis pas payée par Open Classroom, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Et vous pouvez suivre des formations en ligne. La question, c'est à quel point vous êtes assidu pour aller au bout de façon qualitative. Moi, c'est marrant, hier après-midi, j'ai reçu chez moi une nouvelle bachelière du bac C qui voulait faire de l'informatique. Et c'était bien qu'elle vienne parce qu'on a vraiment parlé de ce que je fais au quotidien, comment elle peut le faire. Et moi, le conseil que je lui ai donné, c'est que c'est une chance, mais ce n'en est pas une. Mais vous pouvez faire autant de stages que vous voulez. C'est pas payé au Bénin, certes, mais au moins, c'est pas protocolaire. En France, pour faire un stage, il faut une convention de stage.